Alors Gilles Fresson, bonjour. Alors l'objet de notre visite aujourd'hui, c'est le jubé. Donc les fragments du jubé qui sont plus visibles par le public depuis une vingtaine d'années à peu près, c'est ça? Qui sont exposés ici, au premier niveau. Exposés qui sont... exposés, stockés plutôt, conservés, on va dire. Oui. C'est plus près. Hein. À quelle fin d'ailleurs? L'objectif est pour l'instant de les mettre en réserve, de les sécuriser, dans le but de les mettre en exposition plus tard. Ce sont des pièces qui méritent évidemment d'être présentées au public. Il y a des projets actuellement de remise en valeur de tous ces fragments du jubé qui auraient lieu au rez-de-chaussée de la chapelle Saint-Pierre, dans l'ancienne salle capitulaire, au fond de la cathédrale, donc à l'est de la cathédrale. Ce projet existe, il a été présenté par l'architecte en chef des monuments historiques, Patrice Calvel, il a été validé par la direction régionale des affaires culturelles, la conservation des monuments en région centre. Et le but, c'est de présenter donc au rez-de-chaussée ces éléments lapidaires et puis au premier étage tout ce qui sera vêtements, orfèvrerie du trésor. Voilà, c'est un projet qui est extrêmement onéreux, plus de 2 millions d'euros, et c'est évidemment sur ce point, il est bien naturel. Comment ça se fait que ça peut coûter 2 millions d'euros comme ça? Parce que ça nécessite également la restauration de la chapelle dans son ensemble. Faire une restauration de l'ensemble de la chapelle, il est inimaginable de faire une présentation de qualité, muséographique, scénographique intéressante, d'optimiser les conditions de conservation, hygrométrie, température, sans avoir auparavant restauré le bâtiment, on va dire, qui va héberger le trésor. Donc c'est une étape nécessaire qui coûte elle-même une large partie de la somme. Le reste étant bien sûr la présentation des objets. Donc on n'a pas de date pour le moment? Non, il n'y a pas de date qui a été fixée. Il est clair, et je le comprends tout à fait, tout le monde en convient qu'on ne peut pas poursuivre ensemble plusieurs priorités. Actuellement, la priorité, c'est la rénovation de l'intérieur, des ennemis intérieurs de la cathédrale. C'est un chantier sur lequel l'État a lourdement investi et on ne peut que s'en féliciter. Maintenant, on va poursuivre à la fois plusieurs objectifs. Je crois qu'il est clair, il faut se dire, une fois que ce chantier-là est terminé, ne pas oublier cette question du trésor et enchaîner sur la réalisation du trésor. Je crois dans ce cas-là qu'il est clair qu'il faut envisager un objectif vers 2015-2016. Maintenant, il faut peut-être dire maintenant que cet objectif doit être atteint, ne pas oublier ce dossier-là, car il est vraiment trop dommageable que des pièces de cette qualité restent invisibles. Alors revenons sur le jubé, donc il est du XIIIe? Du XIIIe siècle, mi-XIIIe siècle, environ les années 1200, à partir de 1235 et avant 1255, on va dire. Et il a été démonté, voire démantelé, donc en 1763, c'est ça? 1763, exactement. Fin du XVIIIe siècle, les chanoines de l'époque, en accord avec leur évêque, envisagent un réaménagement général du chœur. C'est de cette époque que datent les grands bas-reliefs en marbre, tout le coffrage en marbre également des colonnes du chœur. Tout cet aménagement dû à l'architecte Victor Louis, qui a donné lieu d'ailleurs à une très intéressante exposition aux archives départementales récemment. Et c'est dans le cadre de ce réaménagement du chœur au goût néoclassique que le clergé décide de supprimer l'ancien jubé, de le remplacer par un jubé au goût du jour, en l'occurrence une grande grille ouvragée de ferronnerie dorée, encadrée de sculptures allégoriques. Le supprimer sans grand ménagement finalement, puisqu'il a été retrouvé tout à fait par hasard, ces fragments ont été retrouvés tout à fait par hasard lors de restauration. Alors, quand en 1836 l'incendie de la toiture a lieu, un certain nombre de plaques de plomb fondent, passent par les clés de voûte, et donc le sol lui-même est endommagé par ces coulures de plomb. On envisage à ce moment-là une rénovation de certaines parties du dallage, et c'est en retournant certaines dalles que l'on découvre qu'en fait il s'agit des bas-reliefs de ce jubé qui avait été laissé sur place, réutilisé on va dire à titre de comblement du dallage dans une première opération de rénovation de ce dallage. Et on constate donc cette présence des éléments du jubé sur place dans les années 1837-38. Et en 1848-49, l'architecte en chef de l'époque, Lassus, lance une série d'investigations sur l'ensemble du pavement de la cathédrale pour essayer de retrouver le maximum d'éléments de ce jubé. Il est intéressant d'ailleurs de signaler qu'à l'époque, certains vieux, comme on dit, dans les documents qu'on a retrouvés, se souvenaient encore du fait qu'on avait dû utiliser certains éléments. C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'il n'y a eu aucun écrit
sur ce démantèlement finalement? Alors sur le démantèlement lui-même, on a quelques pages de documentation et d'ailleurs quelques informations fausses qui ont été données. Il est faux par exemple de dire que le jubé aurait été détruit en une seule nuit, comme si c'était une sorte de coup fourré préparé à l'avance. Ça, c'est une réinvention postérieure du 19e siècle. D'époque, on a tout simplement la lettre des chanoines demandant à leur évêque confirmation du fait qu'ils peuvent détruire ce jubé et donnant les éléments explicatifs de ce choix. Voilà. D'accord. Mais c'est vrai que c'était sans ménagement, puisque là, en fait, on a retrouvé de beaux fragments, mais il manque des têtes, il manque des éléments. Enfin bon. Il faut être clair que leur but n'était absolument pas de conserver ces éléments de sculpture, pour lesquels ils n'avaient aucune considération. Il faut savoir que ce terme même de gothique, barbare, date du XVIIIe siècle. Voilà, ça montre assez ce que les penseurs, qu'ils soient religieux ou qu'ils soient architectes du XVIIIe siècle, pensaient, en l'occurrence, de cet art du XIIIe siècle. Donc, aucun intérêt pour eux à conserver les éléments sculptés. C'est par la suite que va renaître, dès le XIXe siècle, avec le mouvement du néo-gothique, toute l'impulsion littéraire donnée par Hugo, Chateaubriand et d'autres, que va renaître l'intérêt pour le gothique, et qu'à ce moment-là, on va s'apercevoir qu'on a mis en l'air, pour parler clair, des éléments d'une préciosité, d'une valeur absolument exceptionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est aperçu moins d'un siècle après. Moins d'un siècle après. Voilà. Vous savez, les évolutions sont extrêmement rapides. Donc, le changement étant fait, il fallait essayer de retrouver le plus possible. Mais soyons clairs, si les chanoines au XVIIIe siècle avaient laissé ces fragments sur place, ce qui nous a permis d'en sauver une partie, ce n'est absolument pas parce qu'ils voulaient qu'on puisse les revoir. Le fait même qu'ils étaient retournés face contre terre dans le blocage du sol montre assez l'intérêt qu'ils avaient pour ces fragments. C'était parce que dans une optique religieuse, et ça c'est important de le dire, on ne soustrait pas à une église des pierres qui ont été consacrées. Elles sont définitivement bénies et on ne peut pas les remettre à usage laïque, profane, dans un cadre où elles risqueraient d'être souillées et blasphémées. Donc c'est une grande habitude dans l'église que quand on détruit un bâtiment, les pierres servent de comblement, servent soit à reconstruire, soit à combler, mais en tout cas restent sur place dans le cadre, dans les limites, on va dire, de la sacralisation de l'espace. Alors, essentiellement du dallage, c'est ça. Et puis des pierres tombales aussi. Alors, quand en 1763, enfin dans les années suivantes, 1763, on a fait quelques réparations de dallage, on a utilisé pour l'essentiel les morceaux du jubé. Pas forcément tous, peut-être que d'autres se sont égarés à cette époque-là. Et on a utilisé d'ailleurs aussi d'autres pierres venant d'origines diverses, par exemple certaines pierres tombales d'édifices religieux ailleurs à Chartres, ou même d'ailleurs certaines pierres d'édifices civils qui se trouvaient être disponibles à ce moment-là. Alors, donc on va regarder un petit peu. Donc là, vous nous montrez les plus beaux fragments, c'est ça ? Oui, qui sont présentés ici. Alors là, on a affaire au roi mage qui vient voir le roi Hérode. Hérode est ici sur une siège, ce qu'on appelle un siège curule, vous voyez, en forme de X. Très très belle tête de dragon ici. 3 rois mages. Voilà. Alors, plus aucun visage, mais un niveau d'excellence en matière de drapé qui a rarement été atteint dans la sculpture médiévale. Et là, c'est pareil, on n'a pas d'écrit sur le travail de l'époque. De toute façon, tout ce qui a été fait à la cathédrale au XIIIe siècle, tout reste anonyme. Nous n'avons aucun contrat, aucun nom. Les seuls noms que nous ayons, c'est ceux de l'évêque, éventuellement de quelques membres du chapitre. Il y a des traces de peinture. Hein. Exactement. Alors, par exemple, très visible sur le bas-relief suivant, je peux